Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La diaspora burkinabé a échangé avec le président du Faso qui séjourne depuis hier à Berlin pour prendre part au Forum économique de Berlin sur l'Afrique. Avant l'ouverture de cette rencontre, Roch-Marc Christian Kaboré a pu recueillir les préoccupations de nos compatriotes. L'Église catholique bat sa coulpe. Le pape François a demandé pardon au peuple rwandais pour les péchés et manquements de l'Église dans le génocide rwandais, une attitude appréciée par Paul Kagame, reçu au Vatican. Le président du Faso est depuis hier à Berlin, en Allemagne, où il prend part aujourd'hui à un forum sur le développement de l'Afrique. Mais dès son arrivée, le chef de l'État burkinabé a eu une rencontre avec nos compatriotes vivant au bord du Ruhr. Une occasion qui a permis au président Roch-Marc Christian Kaboré de recueillir les préoccupations de nos compatriotes. Reportage de nos envoyés spéciaux Roger Kam, Wendata, Nathalie Kaoré. Parmi les nouvelles du pays que le président du Faso a apporté aux compatriotes d'Allemagne, il y a le travail de la Commission constitutionnelle, celui du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, l'évolution des dossiers pendant en justice, la reprise des élections municipales partielles, les revendications sociales et l'opérationnalisation du plan national de développement économique et social. Justement, concernant le PNDS, sa réussite dépendra aussi de l'issue de cette visite officielle et de l'adhésion de la communauté burkinabé à sa mise en œuvre. Il est important pour nous de refixer les objectifs avec le gouvernement allemand et notamment la chancelière, de manière à ce que dans le programme à venir, ils puissent annoncer de façon plus concrète et substantielle la contribution qu'ils peuvent nous apporter à la réalisation donc, de ce programme national de développement économique et social. Je voudrais dire à ce titre que la diaspora est invitée à participer justement à ce programme. Comme on l'a dit, non seulement sur le plan intellectuel et de leur contribution qu'ils peuvent apporter sur la base de leur expérience, mais également sur le plan des investissements qu'ils peuvent apporter également dans leur pays. Par la suite, les représentants des 4000 Burkinabés d'Allemagne ont soumis au président du Faso plusieurs préoccupations, dont voici les plus majeures. La première préoccupation, c'est la problématique de la double nationalité, puis la problématique des Burkinabés réfugiés ici en Allemagne, et des situations délicates et différentes. Et l'autre question, c'est beaucoup plus comment soutenir différents investissements des Burkinabés de l'étranger vers le Burkina Faso. Le président du Faso a vraiment pris le temps, tout le temps qu'il fallait pour répondre aux questions et ça, cela m'a beaucoup marqué. Les réponses ont été d'autant plus satisfaisantes que les ministres concernés par les différents sujets évoqués ont apporté des éclairages nécessaires lors de cette rencontre. En conclusion, le président du Faso invite les Burkinabés d'Allemagne à rester dans la dynamique du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et l'Allemagne en ayant des comportements exemplaires dans leur pays d'accueil. 9 mois après la mise en place des conseils municipaux de Ouagadougou, l'Union pour le progrès et le changement, UPC, estime qu'il est temps de dresser le bilan de leur gestion. Sont passés au pain fin le budget de la commune de Ouagadougou et la question de l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers. Pour l'UPC, on assiste à une réduction du champ d'action des conseillers incapables de porter les préoccupations des populations. Reportage Yacouba Gamene et Draman Guéné. L'UPC n'est pas d'accord avec la gestion de la ville de Ouagadougou. Bien qu'ayant participé au vote du budget de la ville, les conseillers UPC y trouvent des incohérences dans sa répartition. Sur les 26 milliards du budget, plus de 5% sont consacrés aux études de projet, malgré l'existence d'une direction en charge des études dans la ville. Seulement 167 168 860 francs, soit 0,6%, sont consacrés à la jeunesse et à l'emploi. C'est une offense à la jeunesse de Ouagadougou. Même la communication avec 178 620 500 francs est plus prise en considération que la jeunesse et l'emploi. Seulement 76 350 000 francs sera consacré au social, ce qui représente 0,3% du budget. Les personnes vulnérables feront mieux de quitter la ville de Ouagadougou sous la gouvernance du MPP. Sur la question des lotissements aussi, il y a des accords entre l'UPC et le parti majoritaire.
Le changement tant attendu par les populations tarde à venir selon ces élus UPC. Nous assistons à un accaparement des terrains par les promoteurs immobiliers qui aménagent et construisent des villas destinées aux plus riches. Que restera-t-il de terre pour nos populations des non-lotis? L'UPC décrit aussi le manque d'autonomie des arrondissements vis-à-vis de la mairie centrale. La mairie gère, selon eux, la quasi-totalité des investissements à réaliser dans la ville. Pour eux, la mission des arrondissements ne se résume aujourd'hui qu'à la signature des actes d'état civil. Les députés membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale bénéficient d'une formation sur le genre appliqué au contrôle parlementaire dans le domaine de la sécurité et du contrôle du budget. Cette formation a été initiée par le NDI dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la coopération danoise sur la stabilité et la paix dans le Sahel. Reportage Mathias Trabo, Moumouni Soubega. Le genre dans le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité et le contrôle parlementaire du budget. Ce sont les deux thèmes qui seront développés au profit des députés membres de la CODES, la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale. Il est question de renforcer les capacités de ces parlementaires afin qu'ils puissent jouer leur rôle de contrôle sur le terrain. Nous avons estimé que c'est bien que les députés soient outillés à cette analyse pour pouvoir bien en tout cas faire en sorte que les budgets qui vont aller dans ce secteur-là soient en tout cas aillent là où il faut et que en tout cas les enjeux sécuritaires soient beaucoup plus pris en compte. Pour les NDI, c'est une formation qui permettra aux députés membres de la CODES de mieux apprécier les ressources disponibles, mais aussi d'améliorer leur mission au sein du Parlement. Il ne s'agit pas simplement d'une formation théorique. Ils sont dans la pratique, ils ont les mains dans la pâte, ils vont discuter des outils qui sont à leur disposition et qui leur permettent d'avoir une analyse différenciée, efficace des questions budgétaires, mais également des questions de genre. La formation est organisée par l'Assemblée nationale ou le NDI. Et selon la directrice pays, elle entre en droite ligne de la suite de la mise en œuvre du programme de la coopération danoise pour la paix et la stabilité dans le Sahel. La police nationale se forme sur les techniques de recueil, de collecte et d'analyse de l'information judiciaire. Une formation rendue possible grâce au projet IRAPOL qui doit toucher à terme 600 agents de la police nationale à travers le Burkina. L'objectif de cette vaste opération lancée à Bobo Dioulasso, c'est d'améliorer le professionnalisme des forces de sécurité. Maneka Yen Adi Sandamba. Venus des différents services de la région des Hauts-Bassins, ces agents de la police nationale sont ici à l'école de traitement de l'information judiciaire. L'initiative est du projet IRAPOL qui entend ainsi refonder les méthodes de travail de la police nationale. Et à cet atelier, les participants doivent s'approprier les différentes techniques de recueil, de collecte et d'analyse de l'information. Le projet IRAPOL est un projet qui a mis en place une plateforme numérique de gestion des informations de sécurité au profit des acteurs de la sécurité intérieure. Maintenant, il faut porter à la connaissance de ces agents l'information juste et les présenter la plateforme pour qu'ils puissent intégrer dans leur nouvelle manière de faire. Premier maillon de la chaîne du renseignement, le personnel de la police nationale voit en cette formation une occasion pour l'amélioration de ses conditions de travail. Parce que c'est une base de données qui sera exploitée par toutes les forces et qui permettra en tout cas d'être plus efficace pour qu'un délinquant recherché ne puisse pas être détenu par un service X et pendant qu'un autre service qui recherche ce même délinquant ne soit pas au courant. C'est dire donc qu'au sortir de cet atelier, les forces de sécurité doivent travailler en synergie pour plus d'efficacité dans un contexte où, en plus du grand banditisme, le Burkina Faso fait face depuis un moment à cette guerre asymétrique qu'est le terrorisme. Et l'étape de Bobo Dioulasso marque le début d'une série de formations qui touchera l'ensemble du personnel de la police nationale des 13 régions du pays. Venons-en maintenant à la grogne de l'UNAPOL à propos de la gestion du service payé à la police. L'Union nationale de police a animé hier une conférence de presse pour dénoncer un manque de transparence dans la gestion de ce service. Elle a aussi dénoncé l'indifférence des autorités politiques vis-à-vis de la plateforme revendicative du syndicat. Reportage Admagiti Omar Zombré. L'Union nationale de la police, UNAPOL,
dénonce ici deux situations. Il s'agit de la question du service payé et de sa plateforme minimale transmise aux autorités depuis novembre 2016 et qui reste sans réponse. Et selon les leaders de cette union, le service payé de la police est mal géré, ce qui serait à l'origine des mouvements d'humeur dans les rangs. Le service payé est confronté à un problème de transparence dans sa gestion. En effet, comment croire qu'une institution garante des lois comme la police nationale puisse fournir ses services à des compagnies minières en dehors de tout contrat formel? La quasi-totalité des maigres fonds collectés grâce à ces contrats fantômes ou imaginaires par les agents est utilisée pour une grande partie pour le fonctionnement du service. Loin de soutenir l'indiscipline, Wakilou Senou et ses camarades disent avoir des pistes de solutions à cette situation. Il y a deux solutions faciles, à notre sens, à mettre en œuvre. En premier lieu, procéder à la relecture immédiate du décret numéro 79-365 régissant les prestations faites aux particuliers. Deuxièmement, la responsabilisation de personnes qui bénéficient de la confiance de la troupe. Pour ce qui est de sa plateforme revendicative, l'UNAPOL dénonce une ferme volonté d'empêcher sa satisfaction. Elle prend pour preuve le rapport de la commission en charge de ce dossier. Un rapport que l'Union nationale de la police juge dilatoire et vague. Et c'est reparti pour 5 jours de grève pour le syndicat national des agents des impôts et des domaines SNAID. Une grève précédée d'une conférence de presse pour rappeler le manque de volonté du gouvernement après la suspension du mouvement de décembre 2016. Pour le SNAID, les problèmes posés aux travailleurs des impôts ne connaissent pas un début de solution. Après l'échec des négociations entre le SNAID, le syndicat national des agents des impôts et des domaines, et la commission technique instituée par le Premier ministre, ce syndicat est en grève. Une grève de 120 heures qui couvre la période du 20 au 24 mars sur toute l'étendue du territoire national. Depuis le dépôt du préavis de grève au secrétariat général du gouvernement le 28 février 2017, l'autorité n'a daigné réagir que le vendredi 17 mars 2017. Ce jour, le SNAID a été reçu par le ministre en charge de la fonction publique, M. Clément P. Savadogo. C'était tout simplement une rencontre de mépris et de menaces. En effet, selon le propos du ministre, le gouvernement considère que la grève du SNAID est inopportune. Demande au SNAID de suspendre le mot d'ordre avant d'espérer que les négociations reprennent. Le SNAID a estimé tout simplement que les autorités font du dilatoire. De la suspension du préavis de grève le 18 décembre 2016 au 17 mars 2017, soit exactement 3 mois, le gouvernement n'a apporté aucune réponse véritable aux préoccupations posées par les travailleurs des impôts. Pour Nongo Grégoire Traoré et ses camarades, les travailleurs des impôts ne demandent que le minimum pour travailler. Le SNAID ne revendique pas la mer à boire au gouvernement. Tous les points de la plateforme minimale d'action ne sont pas tous à incidence financière. Le SNAID se dit conscient des désagréments que va causer cette grève aux usagers des services des impôts. Et leurs responsables se disent ouverts aux négociations. Reportage signé Jean-Eudes Bayala, Mariam Dao, Vincent Kendrebeogo. Et puis ce communiqué du directeur général des impôts relatif au paiement des impôts et taxes. Le directeur général des impôts a l'honneur d'informer tous les contribuables qu'ils peuvent continuer à s'acquitter de leurs impôts et taxes auprès des banques malgré la grève observée par le syndicat national des agents des impôts et des domaines. Tous les contribuables qui se seront acquittés de leurs impôts et taxes auprès des banques mais qui n'auront pas pu déposer leur déclaration fiscale dans les délais requis seront exemptés des pénalités. Le printemps des journaux burkinabés a permis l'éclosion de nouveaux titres au Burkina, mais pour de nombreuses parutions, c'est la croix et la bannière, faute de solides finances pour faire face aux charges de fonctionnement. Face aux difficultés actuelles des journaux, de nombreuses questions se posent. Comment réussir à survivre dans un contexte économique actuel au Burkina? Et les entreprises de presse dans leur forme actuelle sont-elles viables? Issaka Ouedraogo et Vincent Kendrebego tentent quelques éléments de réponse. Le paysage médiatique burkinabé a connu un boom de titres ces dernières années. Les entreprises se sont lancées dans la publication quotidienne. Mais aujourd'hui, bon nombre de journaux sont en souffrance, faute de finances. Certains ont déjà fermé,
ou ont suspendu leur publication. Mais comment certains journaux survivent depuis quelques décennies et d'autres pas? Quand vous regardez les grands quotidiens de notre pays, même si tous nos grands quotidiens restent très faibles, d'un point de vue économique, ils sont encore faibles. Donc quand vous regardez, les tirages sont relativement faibles. Par contre, ils ont beaucoup de publicité et c'est ça qui permet qu'ils peuvent vivre en réalité. Parce que quand vous prenez un journal comme Sidoya, sur 40 pages à peu près, en moyenne 40 pages, vous avez à peu près 15 pages de publicité. Vous pouvez faire l'exercice vous-même. Et ils se mettent à compter. Sur les 32 pages de ce journal, 19 sont réservées à des annonces publicitaires, soit le tiers du journal. Mais pourquoi les autres ne profitent pas de cette manne publicitaire? Un journal qui se crée nouvellement n'a pas une audience assurée et donc par conséquent, ça fait que ses recettes publicitaires sont faibles. Donc, pour que le journal puisse vivre longtemps et pour que l'entreprise soit performante, il faut que l'entreprise planifie de manière à ce qu'elle puisse vivre pendant au moins 5 ans pour susciter un intérêt particulier du lectorat, d'une part, et d'autre part, un intérêt aussi de l'annonceur. 5 ans pour fonctionner à perte avant de se lancer. Le chemin de croix paraît difficile à parcourir. On a une certaine vitalité d'opinion plurielle qui a conduit progressivement les uns et les autres à créer des quotidiens. Mais à la création des quotidiens, ils n'ont pas pu ou ils n'ont pas su qu'il faut disposer suffisamment de ressources pour vivre pendant un certain temps avant d'espérer avoir les retombées de ces investissements. Personnel, imprimerie, consommables, bref, le fonctionnement d'un quotidien coûte cher, explique M. Somda. Et c'est à ce prix que beaucoup de titres continuent de sortir chaque jour le canard pour leurs lecteurs. Le Vatican et le Rwanda fument le calumet de la paix, un début de réconciliation rendu possible grâce à la visite au Saint-Siège du président Paul Kagame. À l'issue de l'entretien avec le pape François, les deux parties ont entamé un retour à la normale de leurs relations. Il a simplement suffi que le pape demande pardon pour les péchés et les manquements de l'Église dans le génocide rwandais. Le pape demande le pardon pour les péchés et les manquements de l'Église et de ses membres dans le génocide rwandais. Ce mea culpa du souverain pontife intervient à la suite d'une entrevue avec le président rwandais Paul Kagame ce lundi. Cette première visite du président rwandais au Saint-Siège depuis 2000 vient d'étendre les relations déjà tendues entre Kigali et l'Église catholique. En effet, le gouvernement rwandais avait en novembre dernier estimé que le Vatican devait demander pardon pour le rôle de certains représentants de l'Église dans le génocide qui a fait 800 000 morts en 1994, selon l'ONU, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Des évêques rwandais avaient présenté des excuses officielles, mais le gouvernement les avait rejetées, considérant qu'elles devraient venir directement du Vatican. Près de la moitié des Rwandais sont aujourd'hui catholiques. Depuis la fin du génocide, beaucoup se sont tournés vers les églises pentecôtistes dites de réveil. Cette visite du président rwandais au Saint-Siège est largement commentée aujourd'hui par les journaux. Les journaux évoquent aussi la nouvelle attaque terroriste de Nassoubou. Aimé Solange Guigma signe la revue de presse. Encore des attaques terroristes à Nassoubou, c'est l'information relayée par les journaux du jour. Le bilan de ces attaques fait état d'un soldat légèrement blessé, selon le communiqué de la direction de la communication des armées rapporté par les journaux, à l'exception du journal Aujourd'hui au Faso, qui lui comptabilise 2 blessés, dont un gendarme blessé dans la nuit de dimanche à lundi à Petga, à 25 km de Djibo, lors d'une embuscade tendue contre son unité. Avec ces attaques, on pourra même dire, confie l'Express du Faso, que les terroristes veulent tester la capacité de réaction de nos forces de défense et de sécurité, car elles arrivent au lendemain de l'exercice militaire Flintlock 17. À propos de cette capacité, le patron de l'armée a confié à la fin de l'exercice Flintlock que ces hommes ne sont pas prêts à affronter et à battre l'islamiste Malam Dicko.
Des propos jugés inquiétants par le quotidien, mais sincères et honnêtes par les internautes dans les colonnes de l'Observateur Palga. Ces propos du général Sadou, quoique sincères et honnêtes, ne rassurent pourtant pas les OSC qui donnent de la voix dans les différentes colonnes des journaux. L'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie, fustige contre le ministre de la Sécurité dans le pays en l'invitant à prendre le peuple burkinabé au sérieux au lieu de le distraire avec des réponses propagandistes du genre, je cite, « Si on pouvait m'autoriser à porter la tenue, à faire une semaine dans le Sahel, je le ferais ». Quant aux jeunes socialistes du Burkina, eux affirment dans le quotidien d'État leur soutien au gouvernement tout en précisant que la lutte contre l'extrémisme violent nous incombe tous. Dans les pages inter des journaux d'aujourd'hui, il est question de la visite de Kagame au Saint-Siège. Une visite au cours de laquelle le pape François a fait acte de contrition, souligne le pays, en reconnaissant humblement les manquements de l'Église et certains de ses membres dans le génocide contre les Tutsis en 1994. C'est donc un Kagame apaisé et heureux, indique l'observateur Palga, qui s'en retournera à Kigali, même s'il lui manque le pardon des pardons, celui de la France, que les locataires de l'Élysée, toutes tendances confondues, se sont toujours refusés à lui demander. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.